tous. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats obtenus sur une partie de ma thèse concernant l'analyse des empreintes métabolomiques par spectrométrie de masse à très haute résolution en utilisant deux approches, la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse et l'approche d'introduction directe, en combinaison avec les traitements chimiométriques afin de mettre en évidence l'état d'exposition aux pesticides. Bon, tout d'abord, je veux réintroduire un peu l'approche métabolomique. Déjà, elle a commencé. Donc, le métabolisme des êtres vivants peuvent être perturbés par différents facteurs internes et externes, et surtout par l'exposition aux polluants présents dans l'environnement ou l'aliment. Ces perturbations peuvent être des indicateurs d'une exposition, voire même d'une maladie. D'où l'importance de cette approche métabolomique qui se déroule en plusieurs étapes, tout en commençant par la collecte et la préparation des échantillons, suivi par la génération des données où différentes techniques existent, telles que la Raman, la spectrométrie de masse, la mobilité ionique et d'autres. Généralement, ces approches génèrent des données de grande taille, ce qui nécessite l'utilisation des outils chimiométriques et statistiques pour révéler la discrimination entre les différents groupes d'échantillons par certaines variables, qui seront ensuite annotées en utilisant les bases de données, c'est une annotation putative, suivie par l'identification, voire même l'interprétation biologique si possible, afin de proposer une hypothèse reliant l'exposition et les modifications métabolomiques. Parmi les techniques les plus utilisées dans les analyses métabolomiques, on a la spectrométrie de masse, dont deux approches existent. La première, c'est la LC-MS, très connue et considérée comme un outil de référence pour les analyses métabolomiques, permettant une étude assez complète des échantillons. Mais la séparation chromatographique limite le débit d'analyse, surtout lorsque le nombre d'échantillons est très analysé pour l'analyse des cohortes. En plus, le traitement de données est un peu plus problématique dû au décalage du temps de rétention, mais là maintenant on a plusieurs outils qui sont dédiés à faire ça. D'autre part, l'approche des IMS, en évitant toute séparation chromatographique, permettait une grande augmentation du débit d'analyse. Et en plus, les données générées sont plus homogènes, mais qui nécessitent quand même des outils adaptés pour le traitement de ce type de données. En plus, cette approche est plus sensible aux effets de matrice et ne permet pas la séparation des composés isomères, et un faible pouvoir de résolution ne permet pas la séparation des composés isobars, d'où l'importance d'utiliser la spectrométrie de masse à très haute résolution. Donc, l'objectif de ce travail est de mettre en évidence l'état d'exposition des professionnels, des agriculteurs, à 5 différents pesticides en même temps, tout en utilisant ces deux approches pour la génération des données, suivies par le traitement chimiométrique par ICDA, Independent Component Discriminant Analysis, qui a été développé dans une précédente étude et où son efficacité a été montrée pour la discrimination des différents groupes d'exposition sur des données générées en mode d'introduction directe. En plus, cette méthode a montré une plus grande capacité de discrimination par rapport à des méthodes de discrimination classiques telles que PLSDA. Après ce traitement, les variables les plus discriminantes seront annotées putativement par les bases de données et certains outils bioinformatiques dans une perspective d'identifier certaines. Donc, l'urine des agriculteurs exposés à l'un de ces 5 pesticides, ainsi que les échantillons contrôle, c'est-à-dire l'urine des mêmes gens mais avant l'exposition, ont été analysés en parallèle par LC-MS et par DIMS. En plus, un échantillon dit de contrôle de qualité, qui représente un mélange de toutes ces urines additionnées par quelques standards, a été analysé au fur et à mesure pour contrôler la qualité des analyses. Une étape préliminaire de détermination de meilleurs facteurs de dilution qui minimisent les effets de matrice a aussi été réalisée, surtout pour l'approche des IMS. Après ces analyses, les données générées en mode IMS ont été exportées sous forme NetCDF et importées sous MATLAB. La première étape correspond à la création d'une matrice à partir de tous ces échantillons ayant un nombre de variables différents. Donc, une matrice de 0 ayant un nombre de lignes égal au nombre des échantillons et un nombre de variables égal au nombre de variables maximales parmi tous les échantillons, avec une part de variation de 10-3. Donc, les variables ont été arrondies à 10-3. Ensuite, les scans juste ayant une intensité supérieure à un seuil ont été sélectionnés pour remplir cette matrice. Une fois la matrice créée, 2 types de filtration ont été appliqués. La première correspond à l'élimination des variables ayant un signal dont au moins 2 blancs avec une intensité supérieure ou égale à celle dans les échantillons biologiques. Voici la superposition avant et après filtration.
La deuxième correspond à l'élimination des variables n'ayant pas un signal dans le QC. C'est un compromis donc, pour se débarrasser des valeurs manquantes. Après, on a appliqué une méthode de normalisation par Pareto afin d'augmenter l'importance des petites pics tout en gardant la structure de données relativement intacte. Pour les données LCMS, on a utilisé XCMS, qui est un logiciel très connu pour le traitement de ce type de données, pareil, suivi par Pareto. La dernière étape du pré-traitement correspond à l'application d'une correction orthogonale, où on a utilisé la partie orthogonalisation de la fonction OPLS. Et cela afin de minimiser l'importance des variables qui mélangent les groupes et garder ceux qui discriminent les groupes. Après ces différents pré-traitements, on a recours aux outils chimiométriques pour visualiser l'information biologiquement pertinente et dans l'objectif de discriminer ces différents groupes d'exposition. On a utilisé donc ICDA, une extension de l'analyse en composantes indépendantes qui est maintenant connue, mais quand même je vais faire une petite introduction. Ça correspond, elle est basée sur l'analyse ou la séparation aveugle des sources supposées indépendantes et mélangées dans des signaux mesurés ou observés, où chaque signal mesuré correspond à la somme pondérée des signaux sources. Et les pondérations correspondent aux proportions de ces signaux dans le mélange. Donc là, on a les conditions. Et pour simplifier, l'ICA correspond à l'application d'une ACP suivie d'une rotation, d'une rotation des loadings, afin de maximiser la non-gaussianité des histogrammes ou des signaux. Et comme ça, on récupère les signaux indépendants. Voici un petit exemple très simplifié où on a deux signaux mélangés dont leur histogramme est très gaussienne et ensuite on récupère les deux signaux sources suite à l'application de ICA et dont leur histogramme est beaucoup moins gaussien. Voyons maintenant l'ICDA. Ça correspond vraiment à appliquer un modèle ICA, mais au lieu de l'appliquer sur la matrice X, on va l'appliquer sur la matrice X concaténée avec la matrice de groupe Y, multipliée par un facteur, afin d'orienter l'extraction des signaux vers ceux qui favorisent la discrimination des groupes. Ce facteur est très important pour garantir que les deux parties de la matrice concaténée ont une contribution équivalente sur l'extraction des signaux. En plus, une étude de l'effet de ce facteur a été réalisée et dans notre cas, on a choisi la valeur maximale dans la matrice X. Suite à l'application du modèle ICA avec un nombre optimal pour la variable latente pour OPLS et de IC, on récupère les IC relatifs à la discrimination. Ou généralement, pour chaque IC, on a un groupe qui contribue le plus et cette contribution, donc ces signaux sont surtout basés sur cette partie. Et c'est ce groupe-là qui est discriminé, là, en regardant les proportions des individus, calculées en se basant sur les deux parties, donc les signaux provenant de la partie masse, mais aussi de la partie information des groupes. Donc, ils sont très influencés par l'effet des groupes. Donc, il est très nécessaire de recalculer ces proportions en se basant juste sur cette partie pour voir si toujours on a cette tendance de discriminer ces échantillons de toutes les autres, même si c'est un peu moins net. Cette procédure comprend également un test de permutation afin de valider et caractériser la qualité du modèle en utilisant différents nombres de IC et de LV. Ces calculs ont été réalisés sur le vrai modèle, donc vraie matrice des groupes Y, et sur 999 autres groupes permutés aléatoirement, suivi par le calcul de f de Fisher associé à lambda de Wilks. Et le meilleur modèle a été choisi à la fois en se basant sur la valeur de f de Fisher la plus élevée pour le vrai modèle, mais en même temps la probabilité la plus faible qu'il soit dépassé par un groupe permuté. Maintenant, je vous montre les résultats obtenus suite à l'application de ICDA sur les données générées par l'approche LCMS. Cette figure montre la discrimination avec la contribution de la matrice des groupes. Par exemple, le IC1 montre la discrimination des échantillons témoins, du groupe témoin qui contribue le plus là, et c'est celui qui est discriminé par les proportions. Et cette discrimination est reliée aux signaux ayant la plus grande intensité en valeur absolue. Le signe positif, négatif indique une augmentation, diminution de l'abondance de ces ions discriminants. Pareil, les échantillons exposés au captane, chlorothalonil, cyprodinil et isoproturon ont été discriminés de IC2 à IC5 respectivement.
Une très faible discrimination ou tendance de discrimination des échantillons exposés à l'époxyconazole est montrée du côté négatif de IC4, mais qui contient juste 4 échantillons. Voyons maintenant la discrimination sans l'effet des groupes, qui existe toujours, même si elle est moins nette. On voit un peu là, un petit peu chevauchement des échantillons exposés au captane, et surtout pour les contrôles, vu la variabilité entre les individus. Le modèle a été bien validé et même pour les données générées au mode DIMS, une discrimination comparable avec et sans l'effet de groupe a été obtenue. Je vous montre maintenant une présentation en 3 dimensions des scores ou des proportions calculées sur la partie signaux extraits de la partie masse sans l'effet des groupes pour les 2 approches LC-MS et DIMS. Là, on voit la discrimination de ces 4 groupes, de toutes les autres qui sont mélangées là, des échantillons témoins situés au milieu et qui sont mélangés avec les isoprotyrons selon cette dimension. À noter que l'isoprotyron est discriminé selon une autre dimension, autre IC. Et pareil, là, pour les données générées au mode DIMS. Donc, ces figures montrent que les 2 approches génèrent des données où la capacité de discrimination est comparable selon les 2 approches. Voyons maintenant les variables relatives à la discrimination. On a utilisé le QQ-plot pour sélectionner les variables qui contribuent le plus à la discrimination, ayant un écart type supérieur ou égal à 3. Voilà, ça c'est un exemple des variables qui ont été sélectionnées pour discriminer les échantillons exposés au captane. Là, je vous montre le nombre de variables initiales et discriminantes dans chaque approche et ce qui est en commun. Voici un exemple d'annotation putative des variables discriminantes, ce qui n'est pas très facile à faire, surtout en ce qui concerne l'effet d'altération entre les 6 groupes en même temps. Parfois, le boxplot aide vraiment à visualiser cet effet, comme par exemple pour cet ion qui est discriminé dans les 2 approches et qui montre une tendance d'être plus élevée dans les échantillons exposés au captane. Par contre, cet ion ne montre aucun effet entre les 6 groupes, et malgré qu'il a été sélectionné parmi les variables les plus importantes. Par contre, en mode LC-MS, il montre une tendance d'être augmenté dans ces 3 groupes. Donc, on travaille aussi là-dessus pour valider ces variables. D'autre part, une amélioration des annotations putatives a été réalisée en réalisant les calculs de coefficients de corrélation entre un ion discriminant et l'intensité de toutes les pics du spectre de masse. Ces coefficients de corrélation permettent d'associer un ion putativement annoté avec les signaux redondants tels que les pics isotopiques, le carbone 13, soufre 34, chlore 37, mais aussi avec les fragments sources, les abus ici d'un même ion moléculaire. En plus, permet de montrer une éventuelle corrélation biologique. Par exemple, là, cette figure montre le coefficient de corrélation de cet ion proposé d'avoir la composition élémentaire suivante, correspond à l'ion 1 plus H+ du triméthylamine N-oxyde. Sa forte coefficient de corrélation avec ces pics exige une similarité de structure. Du coup, on a pu annoter 3 autres formes de triméthylamine N-oxyde sous forme de 1 plus Na, de 1 plus H+, et de 1 plus H+, carbone 13, qui n'a aucune proposition dans les bases des données. D'autre part, une corrélation avec 2 autres molécules, la créatinine et l'homoarginine sous forme de 1 plus H+, a été proposée. À noter qu'une corrélation entre le taux de homoarginine et triméthylamine N-oxyde a été déjà décrite dans la littérature par et al. En 2009. Donc, pour conclure, ICDA a montré sa efficacité à discriminer ces différents groupes d'exposition avec une capacité de discrimination comparable entre les 2, pour les données générées selon les 2 approches LC et DIMS. Le nombre de variables discriminants est plus important pour les données LC-MS, mais avec un temps d'analyse beaucoup plus important. Et une amélioration des annotations putatives a été réalisée par les calculs de coefficients de corrélation. L'objectif suivant est de vraiment valider ces variables discriminants en réalisant d'autres calculs pour montrer, surtout en ce qui concerne l'effet pour les 5 IC en même temps, et voire d'identifier certaines en réalisant des expériences MS-MS et même l'interprétation biologique.
Finalement, je veux remercier tous les gens qui ont contribué à la réalisation de ce travail, DIM Analytics pour le financement de ce projet, la comité scientifique du chimiométrie qui m'a donné l'opportunité de présenter mes données aujourd'hui, et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très dynamique et très intéressant. J'imagine qu'il y a des questions. Marco, on va t'amener, même si tu parles fort. Merci pour la présentation, c'était vraiment bien présenté. J'ai une question par rapport à la notation. En dernière partie, vous faites la notation, vous utilisez un qqplot pour sélectionner les variables les plus importants et ensuite vous annotez. Est-ce que vous annotez aussi en considérant le pattern isotopique quand vous annotez? Non, parce que nous, on regarde les variables les plus discriminantes, mais après, on fait les calculs de coefficients de corrélation, et ça, parfois, aide vraiment à trouver les isotopes. Mais en tout cas, je disais que ces variables ne sont pas tout à 100% validées. On a d'autres procédures. Je n'ai pas le temps de les présenter, mais on essaye de faire autre procédure de tirage aléatoire de 50% des individus appartenant à chaque groupe, suivi par le calcul de quantile après 3000 permutations. Et on fait les calculs des quantiles, après on va faire la comparaison des signes, parce que si le quantile a une fois valeur positive, parfois négative, donc il passe par 0, donc il n'est pas significatif. Après on va faire correspondance avec le qqplot pour voir si vraiment il est toujours significatif, et après on va vérifier pour la notation, voire même faire les MSMS. Parce que pour certains pics, des fois on peut avoir plusieurs candidats sur la même masse. Oui, bien sûr. Ça, pour ça, il faut faire après la MSMS. Mais parfois, si on a plusieurs propositions, par exemple 1 plus N1, 1 plus H, 2, 1 plus H, pour un même ion, ça peut au moins un peu valider, première validation, disons. Mais il faut bien sûr faire un MSMS après. Ok, merci. Très bien. Une autre question ? Bravo pour ta présentation. Une question, c'était sur le filtre orthogonal. Si tu l'enlèves, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as toujours besoin de faire le filtre orthogonal pour la discrimination? Avant, dans le précédent étude, là, sur le premier papier, lorsqu'on était en train de comparer avec PLSDA, on a essayé sans et avec. Même sans le filtre, on a quand même une capacité de discrimination, mais ça améliore. Et nous, on utilise juste la partie orthogonalisation de la fonction PLS. D'accord, merci. Une autre question ? Je me pose la question si ce n'est pas intéressant pour faire l'ITRI au moins des résultats, de faire une méthode, enfin une approche un peu multibloc des deux tableaux, parce que je ne sais pas, ça me paraît que l'objectif correspond bien à... C'est-à-dire de faire comme DIM, par exemple, sur les deux tableaux LC et DIMS. Voilà. J'ai testé comme DIM avant de faire tout ça, mais ça n'a pas marché. D'accord. Moi, j'avais une question. La dilution de l'urine, elle est faite avec un facteur fixe. J'ai pas vu de procédure, ou j'ai peut-être manqué, mais j'ai pas vu la procédure de normalisation. Comment vous assurez que vous n'avez pas un effet concentration des urines initiales? Pardon, j'ai pas... Vos urines, vous les diluez à un facteur fixe, 1/10. Pardon, oui, là, j'ai pas... avant, il y avait une test même du taux de créatinine. D'accord, donc vous normalisez à la créatinine chacune des urines, mais vous travaillez avec un facteur fixe de dilution. Oui, mais avant, pardon, je pense qu'il y avait... Parce que déjà, les échantillons, il y avait un test de taux de créatinine, après une première dilution en fonction du taux, et après on a dilué, on a fait les tests pour diluer tout pour un même facteur. Ok, donc vous normalisez la créatinine. Oui. Deuxième truc, vous comparez, si je comprends bien, la LCMS, vous faites une LCMS, puis vous prenez que la partie spectrale, c'est-à-dire vous utilisez finalement pas la dimension de temps de la chromatographie.
vous reprenez un spectre LCMS, mais Si, parce compressé. qu'on a le deux temps de rétention et M sur Z. Et quand vous comparez, vous avez mis spectral MS, vous comparez un spectre MS obtenu après une LCMS contre un spectre MS directement injecté, ou vous tenez vraiment compte de la dimension LCMS? Là, je pense que je ne comprends pas bien les questions, mais... D'accord, je reviendrai. D'accord. Une dernière question? J'ai peut-être la dernière, mais c'est une question sur l'échantillonnage. Est-ce que vous avez pris en compte le temps d'exposition? Oui, c'est parce que déjà les gens, l'urine ont été pris le matin avant l'exposition. Après, c'est-à-dire après 24, il y a des 24 heures de différence entre le moment d'exposition et après. Mais c'est sûr que ce sont des agriculteurs, peut-être il y a de l'accumulation. Chez les autres aussi, hein? Oui. Oui. Très bien, encore merci pour toutes ces réponses.